Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour de table. Salut Xavier, Salut Arnaud. je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que j'ai l'impression de remonter le temps parce que en fait, je vous ai connu Start to Scale il y a longtemps maintenant, il y a quasiment 4 ans quand je montais ma première boîte Déclic, je me souviens j'avais trouvé 87 500 euros exactement. Je me souviens du chiffre très précis avec des business angels et j'avais la BPI qui me donnait 2 fois ça. Et on m'a dit, ben, va voir Start to Scale. Ils vont t'aider à obtenir des prêts bancaires. Et du coup, ça me rappelle des belles choses. Comment tu vas, Xavier? Complètement. Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Grosse période, grosse activité, parce que tous les bilans sont sortis, tous les bilans comptables sont sortis, donc on est en plein dedans là. Et d'ailleurs, qui t'avait parlé de nous à l'époque? Oh là, sûrement quelqu'un que j'adore et que je remercie, mais j'ai Parfait. complètement oublié. Tu vois, je sais même pas si à l'époque, je sais même pas si c'est l'accélérateur ou si c'est un ami entrepreneur. Je sais plus. Ou si c'est vous qui m'avez chassé. J'en ai aucun souvenir. Pas de souci, C'est pas de souci. Mais si quelqu'un se souvient, tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui dit, ah mais si c'est moi qui lui avais recommandé, dis-le moi parce que j'ai oublié et je te remercie. Est-ce que tu peux nous pitcher Start to Scale en 15 secondes? Yes, Start to Scale, c'est l'entreprise qui t'accompagne dans la structuration puis la recherche de financement non dilutif sur tous les sujets pour faire grossir ton entreprise et chercher du cash pour tes besoins et les financer de la bonne manière. Ok, donc financement non dilutif, t'as, de manière ultra simple, tu mets quoi dedans? De manière ultra simple, c'est tout ce qui est financement bancaire, financement BPI France, subvention. Finalement, c'est tous les financements qui ne viennent pas toucher à ton capital. Ok, ouais, c'est tout ce qui n'est pas une augmentation de capital, tu sais aller le chercher. Tout à fait. Ok, d'accord. Et c'est quoi ton scope du coup? T'accompagnes des boîtes de quelle taille? Des grosses boîtes, des petites boîtes? Alors, on a un scope hyper large parce que finalement, tout est intéressant, premier point. Et surtout, il y a des bonnes pratiques, des petites boîtes qui peuvent s'appliquer aux grosses et inversement. Typiquement, on fait de la création, c'est-à-dire qu'on accompagne des boîtes hyper jeunes qui sont en phase de création, qui sont en train de se créer. Pourquoi? Parce que c'est un moment hyper important, hyper structurant pour ces entreprises et ces entrepreneurs. Également parce que forcément, nous, ça fait de l'acquisition pour plus tard, parce que parmi ces boîtes-là, il y en a certaines qui sont de très belles entreprises plus tard. Et aujourd'hui, on l'a vu, hein, nous, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe. Et on a quelques boîtes qui sont nos clients depuis 3, 4, 5 ans même, qui sont hyper intéressantes aujourd'hui et qu'on accompagne encore grâce à ce prisme création. Également en création, il y a beaucoup de financements non dilutifs justement à aller chercher, que ce soit côté BPI France, côté région, avec les prêts d'honneur et puis côté bancaire également. Donc il faut activer, il faut avoir ce réflexe d'activer ces financements assez tôt. Donc on est sur la création, c'est pas notre cœur de cible. Nous ensuite on est également sur des entreprises qui sont en phase d'amorçage slash de croissance, on va dire, donc qui lèvent en seed, en série A, puisque c'est un moment où il y a des énormes leviers, je pense qu'on y reviendra, mais à Hmm. faire sur le financement non dilutif suite à Ouais. une levée de fonds. Également, on accompagne des entreprises un peu plus costaudes, on va dire, sur des sujets de financement, tu vois, série B, série C, sur des tours de table à hauteur de 40, 60 millions d'euros, ça nous est déjà arrivé. Ok. Il y a aussi des choses à faire intéressantes. Donc là, on structure des financements, tu vois, entre 10 et 20 millions d'euros. C'est plus forcément la même chose, mais finalement, la recette est la même. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Dernier point, on accompagne aussi des entreprises, on va dire, rentables assez classiques. On sort d'un cadre startup, tu vois, donc plus des entreprises PME qui font du chiffre, mais qui ont un prisme de financement de la croissance, tu vois, financer un nouveau produit, un développement à l'international, une nouvelle verticale. Bref, on est là finalement, nous, pour aller chercher le bon dispositif au bon moment, comme je disais, euh, quelle que soit la typologie d'entreprise. Ok. C'est, je trouve je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que du coup, en plus, mon podcast, tu vois, on parle vraiment que de levée de fonds, etc. C'est pour ça que j'étais content de t'avoir. Je sais qu'on a déjà eu un autre invité pour parler un peu de ces sujets-là, mais je trouve qu'ils sont toujours intéressants, qu'on n'en parle jamais assez parce que euh, moi, sur ma première levée de fonds, si on fait les ratios, on va dire, j'ai eu 100 000 balles d'augmentation de capital, même si c'était des BSAR, mais bref, sur ma première levée de fonds, 100 000 balles d'augmentation de capital. Et puis après, j'ai eu 550 000 euros de non dilutif, quoi. Donc, au début, c'est game changer sur ta levée de fonds. Ça peut tout changer, quoi. Ça fait faire des bêtises aussi, parce que j'ai pas eu, je pense que tu vois, ça m'a fait recruter trop vite, etc. Mais ça, c'est d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des leviers qui sont gigantesques quand on fait des levées.
finalement, ton deal flow, il vient pas aussi des investisseurs? Moi, je me disais, est-ce qu'ils ont pas tout intérêt? Est-ce que c'est pas plus eux qui vous ramènent des deals en mode, bah, j'ai cette boîte-là, je vais mettre des billes dedans bientôt, faut que tu ailles me trouver les prêts bancaires et la BPI qui va bien. Complètement. Les investisseurs, ça fait partie de nos apporteurs un petit peu idéaux parce que finalement, c'est le moment où ils vont investir dans une entreprise où, comme je le disais, il y a beaucoup de leviers à faire, mais également, on va leur apporter beaucoup d'intérêt et beaucoup de conseils sur cette partie finalement levier sur du non dilutif. Donc finalement, avec 1 euro, qu'est-ce que je peux aller chercher à côté? Surtout qu'il y a beaucoup on va dire, de faux conseils ou en tout cas de chimères qui existent dans cet écosystème, tu vois, en disant on fait du 1 pour 1, on fait du 2 pour 1. Alors toi, effectivement, lorsqu'on t'avait accompagné, on était en 2020 à l'époque, je Ouais, crois. 2020. Donc voilà, 2020, donc on va dire, alors pré-Covid, slash pendant le Covid, mais aujourd'hui le contexte a un petit peu changé. Mais en tout cas, nous, on est là pour apporter aussi un regard qui est très terre à terre. Donc, c'est de se dire finalement, OK, aujourd'hui, tu veux lever 3 millions, 500 000 euros, 10 millions d'euros. Ouais. Toutefois, il ne faut pas croire que tu vas aller chercher automatiquement 50% de la levée ou 100% de la levée. Pourquoi? Parce qu'il y a des ratios respectés, parce qu'il y a un niveau d'endettement qui peut être déjà présent, parce qu'aussi, il y a un ratio de croissance, etc. Donc, chaque entreprise est assez différente. Et c'est vrai que lorsque je dis ça, souvent on me dit ah, c'est quoi ces réponses de Normands? J'ai rien contre les Normands. Mais finalement, c'est de se dire pour une entreprise qui lève 3 millions d'euros, on ne pourra jamais dire qu'on va chercher automatiquement, tu vois, autour de 80% de sa levée. Ça, Moi, à c'est un l'époque, ratio qui existe. Mais ensuite, effectivement, il faut entrer dans le cœur du réacteur de chaque entreprise qui est différente par rapport à son secteur d'activité, qui va être apprécié plus ou moins par les banques, qui va être plus ou moins dans les orientations stratégiques de BPI, de France 2030. Donc, en fait, il y a tellement de choses qu'il faut regarder. Le niveau de fonds propres, le niveau d'endettement, le niveau de trésorerie, qui sont les investisseurs, est-ce qu'il y a des filiales, est-ce qu'il y a une notion d'actifs matériels, immatériels à faire financer? Bref, je balance beaucoup de choses, mais ce qu'il faut se dire, c'est que chaque entreprise est vraiment différente. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'un copain a levé X en equity et ensuite a fait un levier de X côté non dilutif, que ce sera forcément le cas pour toi. Ça, c'est un point important. OK. Ça, c'est un truc qui a beaucoup changé. Moi, je me souviens si on parle, tu vois, des taux bancaires, à l'époque où vous êtes allé me chercher ça, je me souviens, j'ai un pote qui avait acheté une maison à 0,9%, tu vois. Et maintenant, là, en 2024, j'ai un pote qui a acheté une maison à 4,2. Ce qui fait pas du tout les mêmes intérêts, tu vois, composés. Je me dis, ça a dû être dramatique pour les prêts bancaires aussi, pour vous, en fait. Ouais, alors alors pour nous, ça c'est un autre point, mais effectivement pour les entrepreneurs c'est un vrai sujet. Pourquoi? Tu vois, typiquement, on va dire, allez, près 2022, finalement, 2022-2023, c'est là qu'il y a eu une explosion au niveau des taux, que ce soit des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers, mais également sur les prêts entreprises. Moi, j'avais souvent tendance à dire que même si on n'était pas sûr finalement de ce à quoi allait servir l'argent, il y a un momentum pour aller chercher de l'argent, c'est lorsqu'on en a beaucoup, c'est presque Ouais, antinomique, mais en tout cas, c'est comme ça. ouais. Finalement, avec un taux d'intérêt, tu vois, entreprise, on était sur du 1, 1,5, 1,5. Hein. Allons-y. Prenons l'argent, il coûte pas très cher, tu vois, sur une durée à 4-5 ans, ça reste raisonnable. Aujourd'hui, on est sur des taux plutôt autour de 4,5 sur le côté entreprise. On a atteint l'année dernière des taux qui ont dépassé les 6%. Donc, l'argent coûte plus cher. Et là, il y a un vrai intérêt à se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce financement? Qu'est-ce que je vais en faire finalement? Est-ce que mon ROI va être intéressant avec cet argent que je vais chercher qui me coûte aujourd'hui? Est-ce que je vais faire plus demain? Est-ce que je vais réussir à créer de la marge, à créer de la rentabilité? Donc, ça a ramené aussi finalement ce contexte de hausse des taux, une notion peut-être un petit peu héroïste au financement. Et je pense que dans le fond, c'est pas plus mal, tu vois, même pour nous finalement. C'est toujours, moi je trouve, un débat qui est compliqué à avoir parce que pour l'avoir vécu, avoir eu autant d'argent aussi vite, tu vois, une de mes erreurs, je trouve, euh, c'est quand je me suis mis du coup à recruter beaucoup de personnes. J'ai pas, tu vois, j'ai pas payé des salaires mirobolants, je me suis pas acheté de Tesla, tu vois, genre j'ai pas pris des loyers. En plus, on était Ouais. à Toulouse, donc j'ai pas, tu vois, j'ai pas flambé l'argent. Mais je me suis dit, enfin, de manière inutile, je me suis dit tiens, je vais aller recruter des gens. Mais en fait, c'était un piège que je voyais pas. Et c'était un piège que tout le monde tu vois, me susurrait à l'oreille, mes investisseurs en mode, pas tous, je veux pas, parce que mais beaucoup de gens, tu vois, j'avais un truc, et puis c'était une erreur aussi que tu vois, j'avais mes œillères parce que j'avais de l'argent et que j'avais l'impression. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, il coûtait pas cher. Je me souviens plus des taux que j'avais, mais c'était ridicule. Et puis il y avait des garanties avec le FEDER et tout ça. Enfin,
Mais du coup, là aujourd'hui, ça a une logique un peu plus bootstrap, je dirais, où on était donc les entrepreneurs, tu leur dis attends, un taux à 6%, ça veut dire que tu vas rembourser plus du double en fait. Oui, quasiment, suivant la durée et suivant, en fait, si jamais il y a des différés d'amortissement, tu vois, typiquement, sur certains dispositifs de BPI France qui permettent de faire levier sur une levée de fonds et donc d'aller chercher de la dette, même si c'est de la dette sans garantie, on a 2 ou 3 ans de différé d'amortissement. Ça veut dire Ouais. que tu payes 2 ou 3 ans sur le montant intégral finalement du levier qui est réalisé. Et donc le prêt d'amorçage investissement, on était sur des taux autour de 7%. Là, il commence à diminuer à 7%. Ça fait très très mal. Donc effectivement, il faut être certain d'avoir un besoin. Et nous, c'est vrai qu'on appuie beaucoup, beaucoup depuis de nombreuses années sur qu'est-ce qu'on finance, quels sont tes besoins. Après, ça n'empêche pas non plus de parfois se tromper ou autre, mais en tout cas, de vraiment coller finalement un besoin, un financement. Comme ça permet de se dire, OK, mon besoin est Ouais. là, je vais aller chercher du financement pour ça, pour de la R&D, pour du dev commercial, pour du marketing, etc. Enfin, en tout cas, vraiment avoir un besoin. Ça, c'est un point primordial. Finalement, quand les taux augmentent, il y a toujours cette notion un peu comme pour les marchés, comme pour les investissements, de la prise de risque diminue parce que le risque il coûte plus cher et donc du coup on en prend un peu moins ou en tout cas il est plus modéré quoi. Est-ce que la BPI, ils ont eu un contre-coup avec ces taux qui ont monté parce que ça vient compléter aussi beaucoup de choses qu'ils font, même eux aussi c'est une banque, ça a eu un impact du coup sur les financements subventions que tu arrivé à chercher BPI? Alors non, très franchement, c'est-à-dire que BPI est financé en grande partie par l'État. Enfin, pour l'instant, BPI a encore les poches pleines. Par contre, il y a un prisme plutôt côté entrepreneur avec l'approche BPI France, bah, justement encore une fois, sur des poches de financement qui sont hyper intéressantes, avec 2 ans, 3 ans de différé. Mais les entrepreneurs, de plus en plus, moi j'en vois qui me disent, bon, quelles sont les subventions que je peux aller chercher? Parce que finalement, le financement coûte cher, donc ils commencent pas forcément à s'en détourner, mais en tout cas à vouloir limiter cette partie remboursable au profit, bien entendu, de l'argent gratuit qui est une subvention. Sauf que les subventions, il y a aussi beaucoup de mythes dessus. Pas toutes les entreprises sont éligibles et toutes ne peuvent pas aller chercher des montants, en tout cas importants de subventions. Oui, oui, c'est pas du 1 pour 1 là. Non, Sinon tout à fait. ce Mais en serait tout cas, voilà, BPI, effectivement, sur cette hausse des taux, il y a quand même une volonté de BPI et ils ont une place aujourd'hui au niveau de l'écosystème du financement qui fait que finalement, un entrepreneur va forcément aller voir BPI France. Ses investisseurs vont lui dire, mec, il faut aller voir BPI France forcément. Donc, on va dire que BPI est resté hyper dynamique dans cette période. Les banques, à contrario, alors même si c'est toujours compliqué de financer l'innovation, mais la plupart des banques, depuis quelques années, ont créé des écosystèmes, on va dire, en interne et des spécialistes innovation qui savent accompagner les startups. Mais les banques, en tout cas, ont un peu plus souffert parce qu'effectivement, sur des prêts à 3, 4, 5 ans maximum, des prêts de trésorerie, lorsqu'on est à 6%, parfois l'entrepreneur réfléchit à 2 fois avant d'aller chercher ce financement-là. Mais c'est ce que j'allais te demander du coup, est-ce que tu vois dans les typologies de financement qu'ont fait les banques, est-ce que aussi la nature a pas un peu évolué sur les types de prêts, typiquement plutôt que d'aller financer de l'activité de recrutement ou des salaires, on va financer les loyers. C'est-à-dire on va financer un achat immobilier ou on va financer peut-être financer aussi pour les banques d'avoir des garanties, c'est-à-dire financer des assets matériels un peu plus tangibles qu'on sait qu'on pourra revendre si besoin, tu vois. Bah, en fait, tout dépend de ton business. Effectivement, alors les banques ont toujours été très à l'aise pour financer un actif matériel, donc effectivement un fonds de commerce, un bien immobilier, un parc Ça se revend. industriel ou autre. Voilà, donc ça c'est des choses qu'elles savent faire. Il y a différents dispositifs, que ce soit sur du prêt moyen terme, sur du crédit bail, donc avec une notion de location derrière. Maintenant, tu vois, typiquement pour une startup, c'est très compliqué d'avoir beaucoup d'actifs matériels à faire financer. On reste finalement sur du développement, sur de la croissance, donc quand même souvent sur du recrutement, même si aujourd'hui effectivement c'est un petit peu Ouais. plus regardé qu'il y a encore 2, 3 ans, sur beaucoup de marketing, beaucoup de développement produit, beaucoup de développement R&D. Et ça finalement, ça se finance encore, bien entendu, côté bancaire, beaucoup aussi à travers BPI France, mais en face, effectivement, on a très peu d'assets. Il y a quelques entreprises aujourd'hui, ça c'est intéressant, qui commencent à vouloir défricher cette notion de finalement évaluer l'actif immatériel. Parce qu'une startup peut avoir un actif immatériel, que ce soit à travers une marque, à travers un produit de R&D, tu vois, sur lequel il y a eu 2, 3, 4, 5 ans de développement, c'est hyper important. Et finalement, dans son bilan, on n'a quasiment rien qui est en Ah termes, ouais. en termes d'actifs. Il n'y a rien qui est valorisé. Donc là-dessus, on a certaines entreprises qui commencent à se lancer et je pense que c'est hyper intéressant Ok. d'aller les voir, de pouvoir se dire, bah, finalement, mes 2, 3 ans de R&D avec mes 5, 10, 15 devs, qu'est-ce que ça vaut?
Est-ce que je peux le valoriser à une revente potentielle? Tout à fait. Est-ce que ça peut servir de dommage collatéral pour l'obtention d'un crédit ou d'un... Tout à fait. C'est ça, finalement. Est-ce Ok. que je peux pas mettre en face, comme lorsqu'on a un fonds de commerce, tu vois, pour un commerce de bouche, pour un restaurant ou autre, on a un fonds de commerce à 1 million qu'on a acheté. Est-ce qu'on Ouais, n'a pas mais un fonds de commerce aussi R&D? le problématique, c'est pas d'évaluer, tu vois. Genre, je prends un truc simple que je vois, que j'ai beaucoup fait et que beaucoup de mes auditeurs connaissent aussi, tu vois, c'est plutôt le développement logiciel, tu vois, qui est un Ouais. truc ultra intangible. Tu vois, c'est pas palpable. Pourtant, c'est physique parce que c'est vraiment des lignes de code qu'on peut stocker sur du cloud, sur des serveurs propriétaires, etc. Donc, puis il y a aussi une notoriété du site, de la marque, etc. Donc, tu vois, il y a des assets valorisés. Tu vois, je pense à Déclic, je sais pas quelle valeur ça avait, mais je pense que ça avait une valeur, tu vois. Mhm. Mais la problématique, c'est pas de le chiffrer, c'est de le vendre. Tu vois, genre, moi, je dis souvent, les banques, c'est un magasin qui vend des maisons. Voilà, les maisons, c'est les produits numéro un des banques. Elles vendent des maisons. Et quand tu achètes une maison, c'est pas toi qui l'achètes, c'est la banque. Et tu passes ta vie à rembourser la banque qui t'a vendu une maison. Mais du coup, derrière ce qu'on voit pas et ce qu'on sait pas, parce que heureusement, ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera jamais. Quand tu peux plus payer la banque, ils ont tout un réseau, ils savent revendre, machin, etc. des maisons. Ils savent les revendre, ces produits. Donc, c'est pour ça que c'est un asset, tu vois. Comme un restaurant, des biens immobiliers physiques. Mais alors, un bien, pardon, pas immobilier, mais immatériel Immatériel. logiciel, ce qui compte, du coup, c'est le réseau de le revendre. Donc, quand tu le valorises, comment tu fais pour revendre un bien comme ça? Je trouve, c'est complexe quand même. C'est ça qui, à mon avis, est le plus dur à mettre en œuvre, non? Ouais, justement, finalement, il manque ce réseau de revendeurs derrière, on va dire, sur lesquels la banque peut s'appuyer en interne pour récupérer son argent en cas de défaut. Donc ça, effectivement, c'est un point important. Après, il y a un autre point important aussi, c'est que tout ce qui a trait au prêt bancaire, que ce soit donc bancaire, donc j'inclus dedans BPI France, euh, nécessite le respect de certains ratios. Et là, donc, on parle de ratios, on va dire comptables. Et mine de rien, il faut aussi réussir à pouvoir prouver à la banque que tel logiciel vaut tant. Donc, si jamais finalement c'est toi qui possèdes le logiciel qui fait une valorisation, la banque te dira OK, merci pour l'information. Mais si tu as un document externe avec un coup de tampon qui permet, pourquoi pas demain, de pouvoir valoriser ça même au niveau comptable, c'est-à-dire le rentrer Ok. vraiment dans l'actif comptable de l'entreprise, là aussi, on en vient à quelque chose qui améliore tes ratios et qui demain, sur un marché, on va dire secondaire, pourrait être plus facilement revendu. Ouais, donc quand je t'écoute, je me dis, par exemple, ils auraient pu valoriser le code de ma startup à 1 million d'euros, même la plateforme, je le dis au hasard, enfin, peu importe. Ils auraient peut-être pas pris ça dans mes fonds propres, mais peut-être qu'ils auraient pris 10% de ça pour dire, OK, Tout à fait, c'est OK, complètement ça en fait. C'est de se dire ça renforce une partie de tes fonds propres, une partie de ton actif aussi de l'autre côté. Et donc la banque aurait pu se dire, bon, bah, sur un prêt de 100 000 euros par exemple, j'ai 50% qui sont, on va dire, garantis par cet actif-là. OK. Comme lorsqu'on se dit sur un actif, voilà, fonds de commerce ou autre, je vais nantir un fonds de commerce, je vais avoir un droit finalement de préemption sur Ouais. ce fonds de commerce, bah là ils auront un droit de préemption sur ton code. Ils me font rigoler ces termes juridiques, nantissement, etc. Je me souviens pourquoi j'étais passé par vous. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote, et j'aimerais bien que tu me trouves d'autres arguments parce que je me rends compte que on m'avait recommandé de passer par vous, mais si quand je me remets l'histoire en tête, tu vois, au moment où je me mets à la tête de tous les entrepreneurs qui nous écoutent là. Ils viennent de récupérer de l'argent de Business Angel. Déjà, félicitations parce que ça c'est chaud. C'est dur, ça prend du temps, c'est beaucoup de non pour très peu de oui. Parfait. Donc déjà, tu es content. Ils arrivent à faire un levier avec BPI parce que souvent, tu es dans un accélérateur. Moi, je me souviens, c'est mon accélérateur qui m'avait dit, il y a un truc qui s'appelle le French Tech Seed. Ça change tous les 3-4 matins, ça. Donc déjà, rien que de savoir ça, c'est pas simple. J'avais la chance d'avoir un super agent BPI, ok. Sauf que quand j'avais commencé à chercher de l'argent avec les banques, moi, j'avais eu une offre de la banque, je me souviens. Enfin, j'avais ma banque de moi perso qui m'avait dit, ah ouais, on est ok pour te suivre. J'avais eu c'était chiant, tu vois, déjà, mais j'avais trouvé le contact pro, machin, pas ma banque perso, tu vois, parce que ma banque perso, ils y comprenaient rien. Et quand vous étiez venu me voir, au début, j'étais pas convaincu. Parce que je me disais, bah, moi, j'ai eu le rendez-vous avec le banquier, machin, etc. Et sauf qu'il y a eu un déclic, vraiment, genre un truc incroyable. C'était Anaïs, je me souviens, de votre équipe. Je crois elle est plus chez vous. Ouais. Mon partenaire bancaire me fait une offre et qui me dit, on vous suit, je crois que c'était 200 000 euros, on vous fait OK pour un crédit de 200 000 euros, 2 ans de différé de remboursement, machin et tout, génial. Sauf que, caution personnelle Arnaud Huvelin, 50%.
Et je me souviens, mais dis, putain, 100 000 balles. À l'époque, j'y croyais, j'étais à fond, tu vois, on venait de lever, et je me disais, mais j'ai eu, tu sais, un gros, tu sais, un peu un réflexe primaire bestial en me disant, mais Ouais. est-ce que machin. Et le mec m'a dit, en plus, tu vois, genre, il me dit, non, au téléphone, il me présente l'offre comme quoi il a fait tout ce qu'il a pu, tu vois. Genre, c'est le mieux qu'il puisse faire, il est allé se battre, tu vois, auprès de sa direction. Je suis un peu flatté, mais j'en sais rien si c'est vrai ou pas, tu vois. Et tous mes amis entrepreneurs à la IoT Valley que je salue me disent non, 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 non. Tu fais pas ça, tu signes pas parce que si ta boîte meurt, t'as 9 chances sur 10, tu vas te retrouver avec 100 000 euros de dette et tu vas galérer à la rembourser. Et du coup, vous, là, je me souviens, j'ai donné mon contact et c'est vous qui avez expliqué à mon banquier, il le savait même pas, qu'en fait, il n'était pas obligé de me mettre moi en caution personnelle. Il pouvait demander au FEDER, le Fonds européen de développement, je sais plus, je connais plus l'acronyme. Et le banquier, finalement, m'a fait une offre où j'étais pas caution personnelle. Et ça, je trouve que ça, du coup, moi, c'est quand elle m'a amené ça, j'ai dit, OK, bon, ben, eux, je leur laisse tout parce que en fait, c'est pas mon métier, quoi. Genre, est-ce que tu as d'autres arguments comme ça ou d'autres exemples de choses sur lesquelles les entrepreneurs se sont fait avoir, tu vois, et qui font qu'en fait, votre métier, il est ultra nécessaire? Ouais, bah, une des premières choses, c'est finalement, enfin moi c'est ce que je dis, moi je suis pas un courtier aujourd'hui. Moi je suis un conseil, c'est-à-dire que nous on va regarder Ouais. quelle est la meilleure offre, voilà, quel est le meilleur dispositif adapté par rapport encore une fois à ton besoin et pour faire grossir ta boîte. Typiquement les banques, plus elles réduisent la durée de leur emprunt, plus elles réduisent leur risque. Le seul intérêt d'une banque, c'est de recouvrer ses petits, c'est de faire que en gros tu la rembourses. Donc de plus en plus de banques ont commencé, là maintenant tu te fais un peu taper sur les doigts par BPI France, mais on fait des emprunts à 3 ans, voire 2 ans. On a même vu des prêts à 2 ans OK. qui finalement venaient coller au différé d'amortissement côté BPI France. Donc ça venait sécuriser la banque puisque le prêt BPI ne rentre en amortissement qu'après son propre prêt. Et ça, finalement, avoir une durée trop courte, ça veut dire que tu peux même avoir un gros montant de prêt, tu peux avoir 1 million, 2 millions de prêts, mais finalement, tu vas le rembourser très rapidement. Donc, c'est un trésor qui rentre, mais qui va ressortir extrêmement rapidement. Donc, nous, le but aussi, c'est de pouvoir, bien entendu, jouer sur la partie garantie, tu l'as bien expliqué, parce que nous, on connaît très bien tout ce qui fonctionne, de quelle manière, comment est-ce qu'on peut présenter les choses, etc. Mais également sur la partie durée, puisque la durée, ça va permettre d'augmenter ton renoué et potentiellement d'avoir le temps de lever avant de crever. Donc ça, c'est aussi un point hyper important. Autre sujet, finalement, c'est qu'on a beaucoup, tu vois, nous, d'entrepreneurs qui nous disent, entrepreneurs, entrepreneuses, hein, bien entendu, qui nous disent, les gars, moi, je suis allé lever X millions d'euros ou X milliers d'euros en equity, c'est le plus compliqué, maintenant, la banque, je sais faire. Et finalement, ils reviennent tout penauds 2 mois après en nous disant, j'ai rien compris à ce que m'ont raconté les banques, ou soit elles-mêmes n'ont rien compris à, en gros, ce que je fais. Et finalement, c'est un vocabulaire, c'est une façon de présenter les choses qui est complètement différente. L'histoire reste la même, bien entendu, nous, on va pas les raconter n'importe quoi. Par contre, ils font un prisme bancaire. Et ça, enfin, finalement, ça, c'est nous, la force de notre équipe, c'est d'avoir, moi-même, j'ai passé, tu vois, quelques années en banque, c'est d'avoir tous un passé bancaire, un passé côté BPI, côté région, et de connaître de l'intérieur tous ces organismes. Et de savoir comment on raconte l'histoire, comment est-ce qu'on va présenter aussi tous les BP, parce que finalement, un BP et un deck que tu présentes pour une levée de fonds, c'est jamais le même que tu vas présenter à BPI ou aux banques. Là, tu es quasiment sûr d'aller taper une porte. Qu'est-ce qui change dans un BP ou un deck entre une banque et des investisseurs? C'est quoi enfin, les points vraiment, et pourquoi en fait c'est différent? Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, ça vient à être de plus en plus similaire. OK. Pourquoi? Parce que finalement, les investisseurs recherchent de la rentabilité de plus en plus. Là où il y a encore quelques mois, quelques années, il y avait un fort prisme croissance. C'est-à-dire que les BP étaient vraiment faits pour aller chercher de la croissance uniquement. Et il n'y avait aucune renta. C'est-à-dire que vraiment, certains business plans, et la plupart des entreprises disaient, bah, là, je fais 1, l'année prochaine, je ferai 2, l'année prochaine, je ferai 10, l'année d'après 20, etc. Et en termes de pertes, ça suivait le même rythme, mais en négatif. Sauf que très bien, mais la banque, elle n'a encore une fois qu'un seul objectif, c'est qu'on la rembourse. Et une manière de la rembourser, bien sûr, c'est l'argent des levées de fonds, mais qui est toujours, enfin, sur une levée qui est à venir, c'est toujours compliqué, c'est toujours risqué. Et sinon, c'est la rentabilité. La rentabilité d'une entreprise permet de rembourser les emprunts. Et c'est vrai que là-dessus, nous, c'est toujours remettre du sens sur les BP, dire, OK, ça sert à rien d'aller présenter du x10 chaque année, x30, ça sert à rien. Par contre, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une notion de rentabilité? Et parfois même, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une notion de rentabilité sur un produit, sur une verticale, sur un pays, tu vois? On n'allait jamais mentir dans les BP. Par contre, c'est de se dire, on recentre la discussion et on essaye de faire en sorte que le banquier en face comprenne que le risque est limité par rapport à ce qu'il va financer. Encore une fois, tu vois, OK. s'il met 500 000 euros pour aller financer le produit français, même si demain la boîte relève pour se développer à l'étranger, finalement, cette verticale-là, elle sera couverte avec d'autres financements.
mais en tout cas, son financement initial va servir à la France, et la France sera rentable, tu vois, d'ici 1 an et demi, par exemple. Donc il y a un horizon de rentabilité qu'il faut présenter. Moi, je dirais souvent, c'est 18-24 mois maximum. Les banques aujourd'hui, si on présente une boîte, tu vois, qui est pas rentable avant 5-6 ans, c'est très compliqué de les faire financer. Typiquement, une deep tech, surtout une medtech, une biotech, qui a des mises en marché extrêmement longues. Côté bancaire, ça va être compliqué. Côté BPI, il y a des dispositifs adaptés, donc ça aussi, il faut les connaître. Côté France 2030 aussi. Par contre, côté bancaire, ça sera très compliqué. Ok. Donc, c'est remettre du sens. Et bien sûr, enfin, je ne parle pas après d'aller mentir ou autre, hein, mais en tout cas, sur un deck, c'est aussi finalement de rassurer la banque. Tous les faisceaux d'indices positifs vont rassurer la banque, que ce soit des invests, tu vois, qui mettent de l'argent, qui eux connaissent ce secteur d'activité, que ce soit BPI France qui viennent également rajouter de l'argent. Ça, c'est un tampon qui est hyper important pour les banques, notamment sur la partie startup Ah bah oui, je innovation. me souviens, ouais. Si jamais tu fais partie d'un incubateur, etc. Donc, tous les faisceaux d'indices feront que la banque pourra suivre. Et la banque, c'est vraiment plus une suiveuse. Ça, c'est un point important. Ah oui. Oui, oui, ça, Ouais. je me souviens, on m'avait dit l'ordre, je sais pas s'il a changé, on m'avait dit l'argent de tes clients, l'argent des investisseurs, BPI et les banques. Tout à fait. Bah, c'est le quatuor magique avec l'argent de tes clients, ça reste la meilleure chose au monde. Oui, ouais, ça, je l'aimais bien cette citation. Parce que tout le monde, c'est vrai que même dans ce podcast, on parle beaucoup de levée de fonds, etc. Mais finalement, le meilleur argent, c'est celui de tes clients, quoi. C'est le Ah, service ça, que c'est tu clair. fournis ou le produit que tu vends, etc. Tu dis que, j'ai rebondi sur un truc, tu as dit les startups deep tech ou medtech Ouais. obtiennent difficilement des prêts bancaires parce qu'il y a une rentabilité qui est longue. Mais alors que, au contraire, moi, je trouve que c'est justement ce type de startup qui ont les assets qui sont le plus facilement vendables, en fait, qui ont le plus facilement de valeur. Donc même avec des différés de remboursement, parce que c'est peut-être la limite du différé de remboursement du coup qui marche plus. Ouais, tout à fait, effectivement. Et après, c'est un autre point, c'est que ces startups-là, elles sont vraiment dans des marchés qui sont très complexes et qui sont sujets à réglementation. Et ça, la Ok. réglementation, ça fait toujours très peur. Finalement, c'est de se dire, si demain, tu dois avoir une réglementation pour mettre un médicament sur le marché de la FDA ou autre, quid, c'est mais tu l'as pas. Tu auras beau avoir la meilleure équipe, avoir levé des fonds, si jamais tu n'arrives pas à avoir telle ou telle réglementation, les banques, ça, tu vois, c'est des choses qui vont leur faire peur et ils vont dire, OK, j'attends que tu aies l'obtention de tel ou tel organisme pour pouvoir mettre de l'argent. Sauf que toi, souvent, l'argent, tu en as besoin avant. Ok. Mais par contre, du coup, si tu as un tampon comme ça, c'est le moment pour aller te faire financer dans tous les sens, quoi. Complètement. On a Ok. accompagné quelques entreprises, effectivement, où lorsque tu as ce tampon, ou que tu es en passe de l'avoir, là, c'est le moment, par contre, où il faut y aller. Effectivement. En fait, ce qui est très compliqué au niveau du financement non dilutif, c'est de trouver le momentum qui soit adéquat pour aller chercher des fonds. Si Et c'est trop tôt, tu vas te planter. Mais c'est trop tard, on va te dire tu n'as pas assez de ouais. runway, reviens nous voir une autre fois. Il y a vraiment un moment qui est opportun, on va dire. Alors, bien sûr, lorsque tu lèves des fonds, il y a un levier à faire, mais on accompagne un paquet d'entreprises. Alors, soit qui ne veulent plus lever, soit qui ont levé, qui ne veulent plus lever, soit qui n'ont jamais levé, qui sont rentables. Mais il y a une manière de faire. Il y a un moment où il faut y aller. Il y a un moment aussi où les banques ont potentiellement les poches vides. On sait que BPI France, dès finalement le mois de mai, juin, juillet, à certaines enveloppes qui commencent à ne plus avoir de budget. Les Ok. banques aussi ont des objectifs commerciaux. Il ne faut pas oublier que la banque, c'est un organe commercial hein, comme un C'est vrai. autre. Ils vous vendent des produits, ils vous vendent de crédit, ils vous vendent de l'épargne. Donc finalement, ils ont des objectifs. Et finalement, les objectifs, souvent, ils sont faits, on va dire, sur les 3 premiers quarters. Et le dernier, ils peuvent se dire, mes objectifs sont faits, je ne vais pas les m'embêter à les monter tout ce qui est dossier de crédit, aller me battre contre la direction pour faire passer un prêt. Donc ça peut être compliqué. Mais justement, moi, c'est maintenant que tu le dis, il me semble qu'un de mes partenaires bancaires voulait qu'on signe avant décembre, parce que justement, il allait savoir une prime s'il allait chercher des dossiers. Et que si on le signait en janvier, c'était moins intéressant, parce que du coup, finalement, c'était dommage, parce que là, il voulait finir l'année avec justement en y rentrer des dossiers. Tout à Ça, fait. c'est. Donc ça, en fait, en face, vous avez vraiment, c'est une personne qui est commerciale. Enfin, moi, j'ai été à la place, j'ai été chargé d'affaires en banque. Il y a Ouais, des objectifs d'ouverture de compte, d'épargne, de crédit. Donc parfois, s'ils sont faits, tu te mets un petit peu à gauche, alors tu mets au frais pour l'année prochaine. Parce que si mais ok. toi, tu as besoin d'argent maintenant, ça peut être compliqué. Ou au contraire, ça t'arrange. Ça permet parfois de pouvoir échelonner. Ça, c'est une chose aussi que l'on recommande. Tu viens de lever de l'equity, tu viens de lever 2 millions d'euros, tu n'en as que faire d'avoir 4 millions d'euros grâce à 2 millions de plus sur du non dilutif sur ton compte. Donc plus tu vas échelonner, mieux c'est. Sauf qu'il y a des dispositifs, notamment côté BPI France, qu'il faut activer dans les 6 mois maximum d'une levée. Donc pourquoi pas faire traîner la partie prêt bancaire. Puis après, c'est aussi une stratégie globale. En fait, finalement, ce qui est le plus primordial pour un entrepreneur, c'est d'avoir que tu sois tout le temps au courant de sa stratégie et de comment où il en est. En fait, c'est pour ça que quand tu signes un client et que tu le suis, tout l'intérêt pour toi, c'est d'avoir des prises de contact régulières
pour anticiper tout ce qu'il faut qu'il active et à quel moment. Et c'est hyper stratégique pour lui parce que ça va totalement changer la stratégie de la boîte. Imagine obtenir une certification, je sais pas, de la FDA américaine, par exemple, tu vois, je pensais à de la biotech. Quand tu as la FDA qui t'a certifié, ça veut dire que Food and Drug Administration, je crois, c'est-à-dire que Ouais, tu peux vendre ton produit aux États-Unis. Et donc ça, du coup, c'est un tampon qui, voilà, c'est jackpot. Tu vois. Là, tu as un asset qui a de la valeur, quoi. bien Donc, sûr. toi, ça doit être hyper complexe d'être au courant sur tous ces sujets-là. Enfin, vous êtes combien dans la boîte, du coup? Parce que là, il faut taper plein de trucs différents, quoi. Ouais, tout à fait. Alors nous aujourd'hui, on est 12. Et effectivement, l'objectif, c'est là aussi où c'est de pouvoir accompagner sur du long terme. Tu vois, enfin, je vais être très franc, lorsqu'on a créé la boîte, on se disait qu'on ferait du one shot, c'est-à-dire qu'on allait accompagner un entrepreneur une fois, on le met Ouais, chez le bon partenaire bancaire, BPI France, il aura son guichet, point. Et au fait, on s'est rendu compte que tous les entrepreneurs nous rappelaient, à tous les instants un peu décisifs, à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, à chaque fois qu'il y avait un budget à créer, finalement, on nous rappelle pour nous dire, attends, là en gros, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a du financement à aller chercher, etc. Et donc, on en vient à se dire, il faut qu'on arrête de subir, il faut qu'on soit proactif, à pouvoir se finalement, dire, aujourd'hui, il y a tel appel à projet qui sort, etc. Et en gros, tu vois, nous, depuis le départ, on a accompagné à peu près 400 clients. On a dû parler à quelques milliers de prospects. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que tous les appels à projets, tous les financements, finalement, fonctionnent aussi beaucoup par secteur d'activité. hmm, Donc, une fois que nous, on a tagué, tu vois, dans notre CRM une entreprise en se disant, OK, bah, c'est de la deep tech, c'est de la biotech, c'est de l'impact, c'est de la mobilité ou autre. S'il y a un appel à projet qui va sortir, si BPI France, si France 2030, si telle région, ça devient une stratégie, euh, tu- nous, on va descendre le listing, on va appeler, on va dire voilà, si jamais tu as un projet là-dessus, etc., c'est le bon moment de pouvoir tenter, de pouvoir aller le faire financer. Parfois, c'est pas le cas, etc. Encore une fois, le but, c'est de dire est-ce qu'il y a un besoin. Tu vois, c'est pas d'aller pousser au crime, mais d'aller pousser au surendettement. Mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un besoin? Et souvent, on va pas se mentir, le cash, c'est le nerf de la guerre. La plupart des entreprises ont des besoins, surtout les entreprises en croissance. J'aime bien l'histoire, tu sais, des business comme le tien, où en fait, c'est tes clients qui shape ton business, en fait, c'est tes clients qui t'ont dit non, non, je suis pas un one shot. Ouais, mais Je suis, complètement. Mais, je suis un client récurrent. Et t'as fait, ah, ok, d'accord, j'y avais pas pensé. non, non, mais Je trouve ça génial. Et maintenant, du coup, c'est votre activité de tous les jours. Mais c'est vrai que, tu vois, avec plus de recul, maintenant, je le comprends et je le vois, à quel point, en fait, on a tellement de choses à faire en tant qu'entrepreneur. Et ça, je trouve que c'est une notion, tu vois, tous ces financements bancaires, etc., machin. C'est, c'est à la fois hyper important pour ton business, mais c'est tellement décorrélé de ce que tu fais toi, dans ce que tu es en train de construire comme produit avec tes clients, que tu vois, c'est trop dur d'aller être renseigné sur tous ces sujets. Et c'est là où il faut trouver le meilleur contre-pied en allant s'accompagner de gens qui vont pouvoir te dire à quel moment faire quoi, en fait. non, mais complètement. Enfin, tu vois, enfin, nous, on a accompagné. Moi, je suis entrepreneur. Hein, moi, je suis accompagné sur plein de sujets. Tu vois, que ce soit sur du légal, sur de la comptabilité, sur du produit, ou alors d'autres choses. Où moi, j'ai pas les capacités seul finalement à aller penser à ça. Moi, je suis un expert aujourd'hui du financement non dilutif. Notre entreprise, on est expert. Par contre, il faut savoir s'appuyer sur d'autres experts. Enfin, moi, je suis vraiment très très partisan de ça. Et de se dire finalement, moi, c'est aussi un vrai argument de vente, mais qui est réel. C'est de se dire à quel point tu perds du temps à aller chercher des financements, sachant que c'est extrêmement chronophage quand je vois le temps que nous, ça nous prend alors qu'on est expert, plutôt que développer ton business. Est-ce qu'en gros, plutôt que passer, je sais pas moi, 30 heures, 50 heures à aller chercher du financement, ces 50 heures, tu les passes sur ta boîte, tu vas faire x10 plutôt que faire x1 grâce au financement, tu vois. Donc, laisse-nous Ouais. l'équilibre du financement et toi, concentre-toi focus sur le business. J'entends la théorie de l'argument du temps, tu vois, que tu perds. Mais en t'écoutant, je pense qu'en fait, même celui-là, il est insignifiant parce que peu importe le temps que moi j'y aurais passé, j'aurais pas trouvé le bon financement, j'aurais pas obtenu ça, je savais pas où chercher, je savais pas qui contacter, je savais pas comment les présenter. Donc en fait, j'aurais pu passer autant de temps que je voulais, c'est pas mon métier, j'y serais sûrement pas arrivé en plus. Pour moi, c'est peut-être même ça qui est encore pire, puis même par rapport à ce que tu dis, tu vois, genre, une startup, elle va être contente, qu'est-ce qu'elle obtient, je reprends l'argument de la FDA, mais en fait, elle va même pas savoir que grâce à ça, s'il faut, elle peut aller débloquer un prêt d'1 million d'euros avec un différé de 8 ans parce que maintenant, elle a un asset qui valorise et qui fait qu'il n'y a pas de souci. Prendre le temps de commercialiser, on a un truc qui est revendable en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est. T'imagines, ça change totalement la stratégie de ton entreprise. Bien sûr. C'est comme ça que tu fais des succès ou non en fait. Bien sûr, non, mais enfin, en fait, le temps, c'est ce qui est le plus entendable, selon moi, Ouais, par les entrepreneurs, tu vois. Par contre, effectivement, et c'est pour ça qu'on bosse avec des boîtes, on travaille avec des boîtes qui font 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, des entreprises qui, ça y est, sont lancées, etc., mais dont ce n'est pas le métier, alors qu'elles ont en interne
une direction financière qui est organisée. Tu dois avoir 10 Oui, mais c'est pas personnes, le tu as un métier non directeur plus de la financier, direction etc. financière. Voilà. Mais au fait, ils ne connaissent pas le monde du financement et tous les dispositifs. Alors oui, le prêt bancaire classique, ils le connaissent, sauf qu'au fait, il y a plein de choses à côté. Tu as Loan Venture, tu as la région, tu as l'Europe potentiellement. Il y a toujours des dispositifs et parfois, tu as des dispositifs qui sont complémentaires. Donc, si tu en actives un, tu dois activer un autre. C'est-à-dire que c'est même nécessaire. Donc, Non, effectivement, mais il y a cette notion de savoir quoi activer, à quel moment, et puis par qui passer, comment raconter l'histoire. Parce que vraiment, enfin moi ça, j'en suis persuadé. Il y a des entrepreneurs, entrepreneuses qui vont voir leur banque, BPI France ou d'autres, qui leur racontent leur projet et ils ont un nom ferme, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une négociation. Nous, on y retourne derrière avec la même boîte, avec la même boîte, avec un wording un peu différent et avec une connaissance de l'interne, et on a des oui. Je ah, dis pas mais que ça je arrive te tout le temps, mais tu confirme. vois, enfin, Je te confirme, moi je me souviens d'avoir eu un nom d'une banque, vous y êtes allé après et vous avez eu un oui. ouais, parce qu'en fait, en fait, c'est vrai que le monde, tu vois, VC par exemple, puisque on en parle et c'est quand même le sujet principal de ton podcast, mais le monde VC, il est appréhendé en se disant, voilà, c'est un monde hyper complexe, etc. Mais il faut se dire que le monde du financement, ça l'est aussi. Et nous, enfin, ça fait penser à certains clients qui viennent du monde financier, c'est-à-dire qu'ils ont été en banque d'affaires, etc., et qui passent quand même par nous. Très honnêtement, ce sont des meilleurs financiers que moi. Par contre, ce sont de moins bons banquiers que moi. C'est-à-dire qu'ils ont une meilleure compréhension des chiffres, etc. Ils ont des modèles hyper complexes, mais ils ne savent pas parler à un banquier. Ok, Parce que c'est justement, rigolo. ils vont trop compliquer les choses. Mais tu vois, c'est véridique. C'est des super boîtes qui sont très contents de bosser avec nous. Et moi aussi, je suis très content de bosser avec eux parce qu'au moins, on a plein de reporting, etc., qui sont aux petits oignons. Mais il y a vraiment une notion de se dire, je connais les dispositifs et je connais le discours à adopter. Et il y a un discours invest et il y a un discours financeur. C'est, j'espère que ça va motiver des gens à te contacter toi ou tes concurrents, peu importe, je les citerai pas, je m'en fous, mais je pense en tout cas à se faire accompagner parce que bon, ce que tu vois, c'est un des trucs, moi je trouve, finalement, tu vois, j'espère aussi que tous les investisseurs qui nous écoutent, ils ont aussi ce devoir de conseil. Ici, ils sont lead. On en parlait la dernière fois dans un ancien podcast, je vais pas relancer le débat, mais ils ont ce devoir de conseil, tu vois, d'aller d'aller donner ces bons conseils aux entrepreneurs, de leur dire ça, fais-toi accompagner, ça va voir, etc. Depuis le temps que tu te traînes dans ce milieu-là, ça va faire 5 ans déjà, c'est pas mal quand même, 5 ans dans le avec milieu la du boîte film. et puis presque 10 ans, moi, auparavant, finalement. Donc, oui, ça commence à faire du temps. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? On a parlé du taux bancaire, mais qu'est-ce que tu vois qui est différent et comment est-ce que tu vois l'évolution un peu de ce financement, la mouvance, tu vois, dans première question, c'est plutôt qu'est-ce qui a changé, tu vois, depuis 5 ans? Qu'est-ce qui est nouveau un Ouais. peu? Bah, ce qui a changé, c'est qu'auparavant, on avait des banques ou BPI France qui étaient prêts à aller seuls, on va dire, sur un projet. Aujourd'hui, pour se rassurer finalement, et après, c'est une logique aussi, on est tous plus intelligents à plusieurs, c'est-à-dire que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, ça j'en suis à peu près persuadé, c'est l'intelligence collective. Les banques l'ont compris. Et donc aujourd'hui, elles fonctionnent beaucoup sur du cofinancement. Déjà avant, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui disent OK, je veux bien accompagner ce projet, mais à côté, je veux une banque qui met le même montant, aux mêmes conditions. C'est rigolo, hein? BPI France aussi. Les investisseurs font pareil. J'en interview très récemment et autant avant, je me souviens, la traîne, c'était souvent, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs, tu vois, qui disaient, moi, je préfère être solo ou alors, s'il y en a un de plus, ok. Et Ouais. maintenant, j'entends plus personne dire ça. Et tout le monde veut du co-investissement. Ouais. C'est Mais rigolo, quoi. ouais, mais c'est ça, finalement, c'est de s'appuyer sur l'analyse de l'autre, se dire qu'on n'est pas forcément concurrent, mais qu'on est partenaire et puis on peut aller plus loin. Et tu vois, enfin, un autre point qui a changé, c'est que BPI France et les banques se parlent de plus en plus et se parlent de manière très très frontale. C'est-à-dire qu'on a déjà organisé des pools où il y a 3 banques plus le BPI autour de la table pour pouvoir structurer un financement, alors qu'il y a 2 3 ans, on aurait parlé à chacun de leur côté. Ok. Et donc parfois, il y avait des histoires un petit peu différentes qui étaient racontées. Tu vois, c'était pas ce qu'on préconisait, mais parfois c'est des choses qui arrivent et à la fin, les banques s'aperçoivent 6 mois après qu'on leur avait dit qu'il y aurait 500 000 euros de financement et qu'au final, il y a 1 million. Donc c'est sûr que ça change un peu la donne. Donc attention aussi, ça finalement, à raconter la même histoire. Parce que certains entrepreneurs ont pris l'habitude de raconter une histoire à droite, une histoire à gauche. C'est pas la bonne chose. Surtout que Ok. l'objectif, c'est de rendre ces financeurs partenaires. Moi, j'appuie là-dessus, ça c'est un point hyper important. C'est que les banques auparavant, on va dire, pré-crise Covid, étaient capables de mettre du financement et de remettre du financement, même sans contrepartie commerciale. Comme je disais tout à l'heure, la banque, avant tout, c'est un agent commercial. Donc, elle voudra des flux, tu vois, si on peut parler de notre ami de chez Conto, qui a un super produit. Mais si un entrepreneur laisse tous ses flux chez Conto alors qu'il est financé par une banque, aujourd'hui, la banque, et on a eu le cas
de nombreuses Ah ouais, fois, comment ils ont enfin, râlé. Ah, ils ont sur la râlé. dernière année. Ah, ils m'ont saoulé avec ça La banque met et ouais, mais la banque met zéro. Tu vois, on a eu des super levées avec des super boîtes, des levées à plus de 10 millions d'euros. La banque, elle fait un point de principe à dire, tu m'as mis zéro flux, je te mets aucun financement. Et lorsque la banque historique ne met aucun financement, c'est très compliqué d'aller convaincre d'autres banques d'aller en mettre. d'ailleurs, tu me fais lever ce sujet-là parce que moi, tu vois, ils m'ont saoulé les banquiers avec ça. Mais je suis désolé, il y avait pas photo, quoi. Moi, j'avais des gestions comptables à faire. Leur outil, je pouvais pas. Je sais pas s'ils ont évolué, j'espère pour eux, mais c'était pas c'était il fallait rentrer un code, pour me connecter, c'était pas possible. Enfin, tu vois, genre, c'était des niveaux, je me souviens. Peut-être ça a évolué, j'espère tant mieux pour eux. Pourquoi est-ce que Conto, ils s'y mettent pas ça à faire du financement? Parce que putain, ils ont toutes les startups de France, quoi. Ouais, ouais, complètement. Alors déjà, juste petite parenthèse, la plupart des banques ont fait évoluer ou font évoluer leurs OK, produits. cool. On reste sur des produits qui sont à la bourre, hein, versus Conto, ça c'est clair, mais quand même c'est mieux. Enfin, tu vois, en 2 3 ans, ils ont fait plus parce qu'ils ont dû d'un coup se bouger aussi par rapport au Covid, avec tout ce qui est connexion à OK, distance, etc., ce qui était très compliqué pour les banques. Aujourd'hui, tout se fait de loin en visio, donc le Covid, ça a été un mal pour un bien à ce niveau-là, en tout cas. OK, tant mieux. Et ensuite, pourquoi Conto le fait pas? Alors moi, je suis un ancien de chez Memobank, qui est une OK, nouvelle banque pour les entreprises. J'ai passé un petit peu de temps là-bas. Super boîte, je fais un petit peu de pub, mais super banque aujourd'hui. Et typiquement, alors Conto, Memobank sont des concurrents au même titre que les autres banques, mais Memobank a fait le choix d'aller chercher un agrément d'établissement de crédit. Donc Memobank est une banque à part entière et d'accord. peut faire du crédit. Et leur outil, très franchement, est meilleur que celui de Conto. Ça n'engage que moi, mais vraiment, ils ont un outil, c'est assez incroyable. Ils ont tout développé en interne. Ils ont un core banking system, donc l'organe central de la banque qui a été codé en interne. Enfin, c'est assez ouf ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont rien pris sur les étagères ni rien. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. N'hésitez pas à creuser. Conto, c'est un établissement de paiement. C'est-à-dire qu'ils ont un agrément également, mais qui n'est pas l'agrément ultime. Et donc, qui ne permet pas de prêter de l'argent. Donc, Conto, franchement, ils font très bien le boulot. Sauf que la L'outil est partie incroyable. financement, ils ne la font pas. Et donc, ça, c'est un sujet central, effectivement. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Il y a une notion de fonds propres, de régulation. Les banques sont très regardées avec tout ce qui est ratio de Tier 1, accord de Bâle 2, 3, 4. Bref, tout ça, c'est des accords de solvabilité des banques suite aux différentes crises financières. Et Conto, je pense que stratégiquement, se dit à quel point est-ce que c'est intéressant d'aller mettre le doigt là-dedans, où c'est très complexe, Oui, parce que où, en gros ça demande d'aller immobiliser énormément de fonds propres, et aussi où c'est très complexe d'avoir cet agrément. Memobank a galéré, a réussi à l'avoir, et ouais, je me honnêtement, souviens. c'est un petit exploit. Ouais, tu raison parce que finalement, Conto, ils sont dans une position aussi ils ont un flux, de nouveaux clients incroyable. Leur stratégie d'acquisition, c'est bijou. Leur outil, il est hyper simple à utiliser. Enfin, une fois que tu es dedans et que tu es entrepreneur, tu aucune raison d'aller voir ailleurs. Sauf ce Complètement. truc-là, moi, qui m'avait saoulé et je savais pas que Memobank et Memobank, du coup, j'imagine qu'ils font peut-être des crédits, mais du coup, Conto, ils ont pas d'intérêt parce qu'ils ont que du cash positif, en fait. Parce Complètement. que Mais c'est ça ça, en peut pas fait, être découvert. Donc c'est ça, il ne gère aucun risque. Et finalement, une banque, hein, bien sûr, ils font du crédit, etc. Mais c'est-à-dire qu'une banque gère des flux d'argent et du risque. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie notion de risque par rapport à leur contrepartie, qu'elle soit entreprise, qu'elle soit toi et moi, personne physique, etc. on arrive, à la fin. Comme toujours, ça passe, hyper vite. Merci Xavier, c'était top. Je vais te poser ma dernière, question, j'aime bien cette question-là parce qu'elle révèle, les choses qui vont pas et donc les choses qu'il faut améliorer, qu'il faut changer. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu as un coup de gueule? C'est quoi ton coup de gueule? Qu'est-ce qui te saoule en ce moment dans, le monde du, financement non dilutif, vu que c'est notre sujet aujourd'hui? On va pas parler des FICI, on va pas parler des business angels, mais dans ce qui est, BPI ou banque, financement non dilutif, que ce soit du côté entrepreneur ou du côté, tu vois, banque et BPI, c'est quoi qui te saoule? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Moi, ce qui me saoule, c'est ce côté opacité parfois qu'il peut y avoir quand on nous prend. Alors, je parle de moi, enfin en tout cas, et même de tous mes confrères, parce qu'il y a d'autres boîtes qui font les choses bien comme nous. Mais c'est quand on nous prend pour des ennemis, alors que vraiment, on est là pour simplifier l'accès au financement. Finalement, moi, c'est souvent ce que je dis. Mes clients, c'est à la fois les clients entrepreneurs, mais également les financeurs. Et il y en a C'est les certains qui comprennent, pardon. c'est les financeurs qui te prennent pour des ennemis? Ouais, ouais, on peut nous prendre finalement, voilà, pour des ennemis en se disant, bah, eux, là, ils sont conseils, ils vont juste venir gratter, ils vont raconter n'importe quoi, etc. Alors que vraiment, on fait un travail, nous aussi, de risque, on gratte les dossiers, on fait un audit, et si c'est pas le moment, on va aussi expliquer aux entrepreneurs que ça sert à rien d'aller en banque, etc. Donc, moi, tu vois, souvent, ce que je dis, c'est que en interne, on signe jamais un dossier, on prend jamais un dossier de financement si en tant que banquier, on l'aurait pas signé.
Alors, je dis pas que j'ai la science infuse. Je me suis planté en tant que banquier, je me plante encore Ouais, aujourd'hui, hein, clairement. Mais tu vois, c'est finalement mon coup de gueule, c'est d'être vu comme des ennemis et de même pas pouvoir en discuter. Tu as certaines personnes qui veulent même pas en parler. Très honnêtement, c'est en train de changer parce qu'il y a aussi une nouvelle génération qui arrive, parce que les postes bougent, etc. Mais ça, je trouve ça hyper dommage, tu vois, de ne pas avoir une possibilité de pouvoir discuter. Si finalement, est-ce qu'il y a pas un peu une question d'orgueil quand je t'écoute, tu vois? Genre de dire: «Mais, ça devrait être notre métier, pourquoi est-ce que nous on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux?» Complètement. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit, dans un monde pur et parfait, on ne devrait pas exister. Si les banquiers avaient le temps, et j'ai bien le temps de faire bien leur travail, s'ils étaient formés pour, etc., est-ce qu'on devrait exister? Non, parce qu'un banquier, il pourrait faire du conseil. Mais moi-même, j'étais à la place du banquier. Si on fait du conseil, on se fait taper sur les doigts parce qu'on fait pas assez de production. Et si on fait pas de conseil, bah, finalement, le client est mécontent. Donc, tu vois, il y a un manque que nous, on vient combler. Et c'est là où c'est dommage d'être vu comme un ennemi. Du coup, j'ai plein de questions sur la stratégie de ta boîte, mais on va se les garder, en dehors, parce que je me dis que vous devriez vous faire acheter par une banque, mais là, on va démarrer sur un autre podcast et du coup, À toi. sinon, ça va partir en tous les sens. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir écouté, ce nouvel épisode de Tour de table. Merci beaucoup à Xavier, d'être venu, nous partager tout ça avec beaucoup de transparence et de pouvoir un peu comprendre ce milieu, cette autre partie du tour de table, qui est le non dilutif. Si vous avez des questions à poser à Xavier sur n'importe quel sujet, principalement sur sa boîte, pas forcément perso, ça on s'en fout. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, sur LinkedIn, partout où vous voyez cette vidéo. Si Xavier répond pas, j'irai le chercher comme d'habitude Je réponds et toujours. je vous aurai les réponses. Il répondra, je pense qu'il est assez actif sur LinkedIn. Merci Xavier. Merci beaucoup Arnaud, franchement c'était hyper intéressant et puis ravi d'avoir pu parler de ce sujet forcément qui me tient à cœur et qui est encore trop méconnu. Et merci à toi d'organiser ces échanges. Avec plaisir. Ben, merci encore pour ta venue. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Puis je vous dis à la prochaine. Salut Xavier. Salut, salut tout le monde, à bientôt.